L'amortisseur d'Ashpot. Alors il s'agit, comme on le voit sur le schéma ici, d'un cylindre dans lequel peut coulisser un piston et dans le cylindre on place, en particulier dans le volume ici, un fluide visqueux et on exerce sur la tige une force F. Donc c'est schématisé ici. On a le piston sur lequel l'opérateur exerce une force F. Il se déplace à la vitesse V0. Dans ce compartiment, on trouve un fluide visqueux, donc dans un cylindre de rayon R. Et on a un petit jeu ici, un interstice d'épaisseur E, à travers lequel le fluide visqueux va pouvoir s'écouler lorsque le piston avance. Et puis, pour les besoins de la cause, je note L, la largeur du piston. Alors on commence par s'intéresser au bilan des forces qui s'exercent sur le piston et on va supposer qu'il avance à vitesse nulle, donc à vitesse constante, donc son accélération est nulle. Il est soumis à la force de l'opérateur, à la pression exercée sur sa face gauche, la pression exercée sur sa face droite. Donc le vecteur unitaire EX il est orienté dans le sens de la force F. Et une force de frottement visqueux sur les parois latérales du piston. On va faire l'hypothèse que cette force de frottement visqueux est d'intensité très faible par rapport à la différence des forces de pression ici, de sorte qu'en première approximation on la néglige, ce qui permet de dire que la différence de pression qui règne de part et d'autre des faces du piston est essentiellement due à la force exercée par l'opérateur. Alors il y a un terme supplémentaire qu'on a négligé, c'est celui qui correspond à la force de viscosité. Donc ça veut dire que dans cette différence de pression, on devrait rajouter un terme négligeable qui va dépendre de la vitesse du piston. Cette approximation pourra ou pourrait être vérifiée à la fin quand on aura résolu le problème et qu'on aura trouvé la vitesse de déplacement du piston. Alors cette différence de pression, elle s'établit de part et d'autre d'un piston qui a une largeur L. Donc on peut en déduire une expression ici du gradient de pression qu'on va retrouver dans l'interstice. Donc la pression va varier de delta P sur une longueur L. Donc on va avoir un gradient qui va s'exprimer sous la forme F divisé par L pi r carré et orienté suivant X. Dans l'interstice ici d'épaisseur E, on va avoir dans le référentiel lié au piston, ce qui est commode pour la résolution des équations ensuite, on va avoir un écoulement stationnaire et qu'on va pouvoir donc modéliser par le champ de vitesse suivant. On va supposer que le fluide s'écoule suivant l'axe des x, donc qui est l'axe de déplacement du piston, et que la vitesse varie en fonction du rayon R, depuis le contact du piston ici jusqu'à la paroi du cylindre qui contient tout ce fluide-là. Alors on se place dans l'hypothèse où l'épaisseur E de l'interstice est très petite devant le rayon moyen, ce qui permet de négliger la courbure des surfaces en question ici et de se placer dans une approximation localement plane. Et donc du coup on va utiliser cet axe Z avec une origine Z égale à 0 sur la face du piston ici, qui est immobile dans le référentiel où on s'est placé. Et on a simplement du coup dans ce référentiel la paroi supérieure en Z égale E qui se déplace à la vitesse moins V0. Et donc les conditions d'adhérence du fluide visqueux aux parois donnent ces deux conditions limites. La vitesse s'annule en Z égale à 0 et en Z égale à E, elle est égale à moins V0. Et on va maintenant rechercher le champ de vitesse en résolvant l'équation de Navier-Stokes. Donc on écrit l'équation de Navier-Stokes sous forme vectorielle ici, donc avec le terme d'accélération locale, le terme d'accélération convective, l'équivalent volumique des forces de pression, le poids, et ensuite donc le terme de frottement visqueux, la diffusion visqueuse, alors que j'écris sous cette forme est à Laplacien V, ce qui veut dire que je considère que le fluide est un fluide newtonien et en écoulement incompressible. Et donc le champ de vitesse que j'ai utilisé tout à l'heure, donc un champ de vitesse V orienté suivant X, mais avec une composante V qui ne dépend que de Z, est bien de divergence nulle, donc c'est tout à fait conforme aux hypothèses d'écriture de l'équation de Navier-Stokes ici.
Alors, on va justifier que l'accélération est nulle pour deux raisons. Donc, l'écoulement est stationnaire, ce qui suppose que des ronds V sur des ronds T est égal à 0, donc l'accélération locale est nulle. Et on a un écoulement de cisaillement pur, donc la vitesse est orientée suivant l'axe des X, et sa norme, son intensité, ne dépend que de la coordonnée orthogonale, ici Z, dans notre approximation plane. Et donc du coup, si on calcule le terme V scalaire gradient appliqué à V, donc on commence par faire V scalaire gradient. Avec V orienté suivant EX, on va sélectionner la composante des ronds sur des ronds X du gradient. Et donc on a V de Z des ronds sur des ronds X, opérateur différentiel, qui va agir sur le champ de vecteur V, qui s'écrit V de Z EX. Donc ni V de Z ni EX ne dépendent de la coordonnée X, ce qui fait que ce terme de convection ici est nul. Bon, ça c'est attendu pour un écoulement de cisaillement pur. Donc l'équation de Navier-Stokes se réduit à cette équation-là. Donc on va porter suivant les deux axes. Donc suivant Z, on va trouver, alors Z c'est la direction ici orthogonale à l'écoulement donc du fluide. Bon, on trouve une équation qui donne ici une équation de type statique des fluides. Néanmoins, sur une épaisseur E très faible, la variation de pression elle va être de l'ordre de mu GE, et ce mu GE est extrêmement petit par rapport à la pression moyenne. Imaginons que E ce soit égal à 1 mm. Donc si on prend un fluide qui a une masse volumique mu voisine de 10 puissance 3 kg par mètre cube, donc mu GE c'est donc voisin de 10 pascal, ce qui est bien sûr très très faible par rapport à la pression moyenne, pression atmosphérique, 10 puissance 5 pascal. Donc on ne va pas tellement s'intéresser à, à cette pression hydrostatique ici. Autrement dit, on va négliger l'influence du poids sur l'écoulement. En projection suivant l'axe des X, on voit apparaître des ronds P sur des ronds X. Alors ça, c'est précisément le gradient de pression horizontale qu'on a calculé tout à l'heure et dont on a dit qu'il résultait de la force que l'opérateur exerce sur le piston. Alors, du coup, la pression P, on va supposer qu'elle ne dépend plus de Z, puisqu'on néglige l'influence du poids. Ce qui fait que des ronds P sur des ronds X est une constante vis-à-vis de la variable Z, et on va pouvoir intégrer facilement deux fois cette équation pour trouver le champ de vitesse. Alors en intégrant deux fois et en utilisant l'expression de des ronds P sur des ronds X qui était F sur pi L R carré, on utilise aussi les conditions limites et on obtient l'expression du champ de vitesse qui est ici. On peut vérifier que pour z égale à 0, on a bien la vitesse qui s'annule et que pour z égale E, on a un champ de vitesse qui est bien égal à moins V0 EX. Donc ça vérifie les conditions aux limites, ces solutions donc de l'équation Navier-Stokes, c'est donc finalement le champ de vitesse qu'on recherche pour l'écoulement ici dans l'interstice. On va maintenant à l'écriture de la conservation du volume. Alors d'abord, on va déterminer, puisqu'il y a un écoulement de fluide ici dans le sens opposé à l'axe EX sur cette épaisseur 0E, on va déterminer le débit de volume à travers cet interstice, qui est un interstice annulaire. On n'oublie pas qu'il y a une symétrie de révolution dans le tube ici. Donc j'ai choisi de compter positivement le débit de volume lorsque le fluide est transféré dans le sens de moins EX, parce que je sais que ça se fait dans ce sens-là. Le piston avance dans le sens des X positifs, donc le fluide est transféré dans l'autre sens. Et la surface, ça correspond à une section droite de cet interstice annulaire. Donc on doit mettre la circonférence de pi r, et ensuite il va falloir intégrer sur la variable z entre 0 et e. Donc on a une surface élémentaire qui s'écrit 2 pi r dz. On injecte l'expression du champ de vitesse v de z qu'on a déterminé précédemment et on obtient cette expression du débit de volume. Alors il nous reste maintenant à écrire la conservation du volume, puisque on suppose que l'écoulement ici est incompressible. Et donc ce que j'ai figuré sur la figure ici, c'est un déplacement du piston pendant une durée d'été, et le volume qui est ici en gris clair, c'est un volume de fluide qui va être expulsé. Donc j'ai noté ça dV1, le volume balayé par le piston pendant la durée d'été1. Donc il s'agit juste donc du volume de ce cylindre qui a une base ici de longueur V0 dt, la section pi r carré, on obtient donc ce volume pi r carré V0 dt.
Le fluide qui est chassé par le mouvement du piston passe à travers l'interstice annulaire. Et pour calculer le volume qui traverse l'interstice annulaire pendant une durée d'été, on utilise l'expression du débit volumique qu'on a calculé précédemment. Et ça donne donc que pi r carré V0 doit être égal au débit volumique. On en déduit l'expression de la force F sous cette forme-là. Alors, R sur E au cube est très très grande devant R sur E au carré, puisqu'on a supposé que E était très petit devant R. Donc on va prendre une expression approchée de la force, avec le terme dominant simplement en R sur E au cube. Et donc ici, il s'agit de la force que l'opérateur doit exercer pour entraîner le piston à une vitesse V0 constante. Alors, quelques ordres de grandeur. Imaginons que le dispositif soit vertical et du coup, l'opérateur, ça peut très bien être le poids. Et on pourrait examiner finalement la chute d'un disque dans un cylindre qui contient un fluide visqueux et se pose la question, à quelle vitesse va-t-il chuter? Alors qu'est-ce que ça change par rapport à la résolution précédente? Bien du coup, le terme μg se retrouve dans l'équation où on avait le gradient de pression, le terme de viscosité, et on va supposer, pour pouvoir conserver les mêmes expressions, que le terme μg est très faible devant le gradient de pression qui est induit par la force que l'opérateur exerce. Du coup, je peux inverser cette formule-là, ou du moins la retrousser si on peut dire, pour isoler la vitesse V0 et l'exprimer en fonction du poids mg, et j'obtiens cette expression. Alors je vois que cette vitesse, elle varie en E sur R au cube. Donc E sur R, il est très très petit devant 1, donc on va obtenir une vitesse faible. Je vois que la vitesse est d'autant plus grande que la masse est grande, ça c'est normal. Et puis pour l'influence de la viscosité état ici, on voit que plus la viscosité est élevée, plus la vitesse est faible, ce qui est intuitif aussi. Voilà, on a donc modélisé complètement l'écoulement. Donc finalement, on a répondu en quelque sorte aux questions pourquoi, comment le cylindre chute-t-il dans le piston pardon, chute-t-il dans le cylindre, mais une question importante en physique aussi, c'est la question combien. Donc on va regarder des ordres de grandeur pour essayer de vérifier la cohérence de ce qu'on a écrit. Alors j'ai choisi de prendre le cas d'une pièce de 50 centimes d'euros par exemple, donc j'ai mesuré sa masse, 3 grammes, qui chute dans un cylindre qui a un rayon légèrement supérieur au rayon de la pièce de 50 centimes d'euros. J'ai supposé par exemple que l'interstice avait une épaisseur E de 1 mm et que du coup je prenais un rayon 10 fois plus grand. Enfin, c'est des ordres de grandeur qui sont acceptables ici. Ça me donne E sur R qui est égal à 0,1. Choisissons de faire chuter cette pièce dans une huile de silicone. Donc je prends la viscosité dynamique usuelle, 0,1 pascal seconde. Donc là, il y a une erreur, il n'y a pas seconde moins 1, c'est pascal seconde. Je prends un piston d'épaisseur 3 mm et ça me donne une vitesse de chute qui est de l'ordre de 5 mm par seconde. Alors, hop, je vais corriger l'erreur qui est ici. Donc là, ça... Voilà, hop, j'enlève l'exposant moins 1, pascal seconde. Donc je trouve une vitesse de chute de l'ordre de 5 mm par seconde. Et on va évaluer le nombre de Reynolds puisqu'on a supposé que l'écoulement dans l'interstice était laminaire, ce qui veut dire que le nombre de Reynolds est très petit devant 1. Alors je fais juste remarquer que dans ce cas-là qu'on étudie, on a choisi de modéliser l'écoulement par un écoulement de cisaillement pur avec un terme de convection qui est nul. Et donc dans notre étude ici, on ne peut pas donner au nombre de Reynolds l'interprétation comme étant le rapport de l'accélération convective sur le terme de diffusion visqueuse, puisque l'accélération convective est nulle ici. Donc on prend l'autre acceptation du nombre de Reynolds, donc conforme par analyse dimensionnelle, avec donc la masse volumique du fluide,
la vitesse caractéristique de l'écoulement, qui est ici V0, l'épaisseur E de l'interstice à travers lequel se réalise l'écoulement visqueux, et on fait intervenir la viscosité état du fluide. Ça nous donne donc un nombre de Reynolds qui est de 5 10-2, qui est très petit devant 1. Donc on est dans un régime d'un écoulement qu'on peut qualifier de visqueux ou écoulement rampant. Mais ce qui importe ici, c'est de vérifier que ce nombre de Reynolds il est petit devant le nombre de Reynolds critique qui signerait le début d'apparition de la turbulence. Et donc on a ici une description qui est cohérente avec les valeurs numériques proposées qui correspondent bien à un écoulement laminaire.